Le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 15 mars 2026 avec 94,82% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Son principal adversaire, Mabio Mavungu Zinga, n'a recueilli qu'environ 1,48% des voix, tandis que les autres candidats ont obtenu des scores marginaux dans un scrutin dominé par le chef de l'État sortant. Le taux de participation a été officiellement établi à 84,65%, bien que plusieurs observations locales fassent état d'une mobilisation plus faible, notamment dans la capitale Brazzaville. Âgé de 82 ans, Denis Sassou Nguesso entame ainsi un 5e mandat consécutif, prolongeant une longévité au pouvoir de plus de 4 décennies, entamée en 1979. Devant la mascarade de l'élection présidentielle au Congo, la privatisation de la République, il est urgent de dépouiller le système criminel de tous ses soutiens internes et externes. En effet, ce système n'est fort que de ses soutiens. Sans eux, il se fragilise. Ces soutiens vont du chef de bloc, chef de quartier, maire d'arrondissement jusqu'au chef de village. Le phénomène dans notre pays. D'aucuns disent que c'est la faute des services de sécurité intérieure. Mais la sécurité des quartiers dépend de vous, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Vous êtes les premiers chefs. Nous constatons au niveau du ministère que les chefs de quartier n'exercent plus leur pouvoir. Les chefs de quartier sont démissionnaires. Pour éradiquer Sphérique, l'amélioration des voies d'accès dans les quartiers et la mise en place d'une politique de lutte contre la vente des stupéfiants. La décision que nous avons prise, c'est de régler définitivement ce problème d'insécurité. Sans vous, la force publique ou les services de sécurité ne pourront pas éradiquer cette insécurité. Le gouvernement de notre pays vous a placé comme des premiers chefs. Il nous faut travailler, les chefs de quartier. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Toutes ces institutions jouent un rôle primordial dans l'installation du climat de peur et d'atomisation des populations parce qu'elles constituent la base agissante du système. Saper la base et tout l'édifice s'écroule. Ce n'est pas nécessaire de viser directement le sommet, il faut s'attaquer à la base, aux fondations du système. Nous allons le démontrer un peu plus loin dans cette émission. Nous devons aussi mettre dans la tête des Congolais qu'ils vivent dans une démocratie formelle, théorique, et non réelle parce qu'ils vivent sous une constitution Canada Dry. Ça a la couleur du whisky, mais ce n'est pas du whisky. Dans notre précédente émission, nous avons mis l'accent le fait que les institutions formelles ne jouent pas le même rôle dans une dictature que dans une démocratie. Par exemple, les institutions élections, justice, etc. ne fonctionnent pas de la même façon que dans les pays démocratiques. Pour cela, nous allons insister sur les différences fondamentales entre la démocratie formelle et la démocratie réelle à laquelle le Congolais a décidément droit dans cette nouvelle civilisation planétaire à construire dès aujourd'hui. La démocratie formelle lui permet de s'inscrire dans le club des « spin dictators ». Démocratie formelle et démocratie réelle. L'édifice de la démocratie réelle s'est gravement délabré au Congo avec l'effondrement de ses principaux fondements. Indépendance entre les pouvoirs, représentativité et respect de toutes les autres composantes républicaines. L'indépendance entre les pouvoirs est un contresens au Congo. Il suffit de rechercher dans la pratique l'origine et la composition de chacun d'eux, une forte coloration ethno-régionale, pour démontrer les relations intimes qui les unissent. Il ne pourrait en être autrement. Tous font partie d'un même système dictatorial et tribaliste. De la sorte, les crises fréquentes, des acteurs politiques injustement condamnés sous le fallacieux motif d'atteinte à la sûreté de l'État, des criminels économiques et financiers en liberté, des procès sans coupables comme celui des disparus rejugés à Paris malgré l'autorité de l'affaire jugée, classés dans des objets judiciaires non identifiés par maître Patrick Baudouin, la honte planétaire d'un système judiciaire complètement discrédité. L'empiètement des pouvoirs, la superposition de fonctions, corruption et irrégularité correspondent à la situation globale, économique et politique du Congo. À propos de la représentativité, depuis la tribalisation de la société dénoncée par le M22 de Diawara en 1972, la promesse de l'égalité de tous devant la loi s'est volatilisée. Et à mesure que le temps passait, on a vu clairement qu'il existe un fort déséquilibre,
par lequel un grand nombre de postes stratégiques est occupé par les ressortissants d'une seule région et ethnie. L'ethno-régionalisation de la République, devenue une République confisquée. Le mal est devenu profond, les uns et les autres devraient en prendre conscience. Celles et ceux qui en profitent maintenant devraient prendre conscience qu'ils compromettent la vie des leurs et l'unité du pays. La machinerie PCT, Parti congolais du travail, finance les candidats et les opposants accompagnateurs et leur dicte la politique à suivre. Toujours dans son processus de conversion en spin dictator. Tout ceci met en évidence une crise profonde dans la mise en pratique de la représentativité de l'ensemble des forces vives du pays et la construction de la paix. Toute stratégie électorale qui s'oppose à la pleine capacité du citoyen d'élire et d'être élu, se moque des fondements mêmes de la démocratie réelle qui est au-dessus de toute règle juridique. Et si l'on parle d'égalité des chances, les médias doivent se mettre au service de la population lors de la période électorale pendant laquelle les candidats exposent leurs propositions, en accordant à tous exactement les mêmes chances. Par ailleurs, on doit imposer des lois de responsabilité politique par lesquelles, celui qui ne respecte pas les promesses faites à ses électeurs, risque la révocation, la destitution ou le jugement politique. L'institution élection, ne remplissant pas son vrai rôle au Congo, le dictateur Sassou échappe à toute sanction. Cette situation valide définitivement le système tyrannique du pays, gouvernement d'une seule personne coupée des populations. Nous sommes factuellement dans une démocratie formelle, c'est-à-dire théorique, en réalité une dictature, avec une constitution Canada Dry. Ça a la couleur du whisky mais, ce n'est pas du whisky. Dans une démocratie réelle, on applique et respecte la Constitution, la norme supérieure. Donner à toutes les composantes de la République les garanties que mérite leur représentativité, mais on doit également favoriser toute mesure qui facilite, dans la pratique, leur implication dans la gestion du pays. Aujourd'hui, la concentration des postes stratégiques aux mains d'une minorité ethno-régionale de la cuvette contribue à l'exaspération des conflits entre les Congolais. À l'ère des démocraties formelles dans laquelle s'inscrit Sassou, une nouvelle forme d'autoritarisme s'est imposée, celle des spin dictators. Les spin doctors, des conseillers de luxe, ont fait évoluer la gouvernance de Sassou d'une dictature sanguinaire et brutale des années 97, début 2000, une stratégie basée sur la peur et la violence explicite, en une gouvernance de la manipulation de l'opinion publique à travers des techniques de communication sophistiquées, présence des trolls sur le net, du contrôle de l'information et de la gestion des perceptions. De la peur à la persuasion, la mutation de l'autoritarisme. Les dictateurs classiques s'imposaient par la répression violente, les purges et la terreur. En revanche, les spin dictators cherchent à préserver l'illusion de légitimité démocratique. Ils organisent des élections, tolèrent une opposition marginale, et évitent la violence ouverte tout en concentrant le pouvoir. Ce modèle repose sur la manipulation cognitive, la manipulation mentale qui induit un rapport de pouvoir qui aboutit à la mise sous emprise des populations, plutôt que sur la coercition directe. Cette transformation est rendue possible par l'accès généralisé à l'information, l'interdépendance économique et les normes internationales qui valorisent les apparences démocratiques. Dans ce contexte, l'usage de la propagande se fait plus subtil. Il s'agit de faire croire, non plus d'imposer. Il faut savoir que dans les multiples négociations avec les organismes internationaux, comme le FMI, le dictateur a intérêt de présenter patte blanche. Il ne peut pas, non plus, effectuer une visite d'État avec des massacres sur le dos. Il faut donc nettoyer son image dans les médias internationaux. Les outils des spin dictators. Le pouvoir des spin dictators repose sur plusieurs piliers. 1. Contrôle des médias. Sans interdire la presse indépendante, il étouffe économiquement, en propageant des contre-discours, en rachetant les canaux d'information ou en harcelant les journalistes critiques. 2. Narration et storytelling politique. Ils construisent un récit émotionnel qui relie leur image personnelle à la stabilité, à la grandeur nationale ou à la défense des vraies valeurs. Cela crée une forme d'adhésion affective. C'est pour cela que dans toutes les prises de parole des caciques du pouvoir congolais, le mot paix revient systématiquement. 3. Manipulation algorithmique. Ils utilisent les réseaux sociaux, les bots et les fermes à trolls pour inonder l'espace public de contenus favorables, brouiller les faits et désorienter l'opinion. 4. Élections contrôlées. Les élections sont maintenues comme outil de légitimation, mais les règles du jeu sont biaisées en amont, contrôle des médias, inéligibilité d'adversaires,
fraude discrète, etc. Une nouvelle efficacité dans la volonté de conserver le pouvoir. L'une des forces des spin dictators réside dans leur capacité à rendre les opposants inaudibles. Ils ne les emprisonnent pas toujours, ils les dénigrent, les ridiculisent ou les plongent dans l'insignifiance médiatique. Ainsi, le pouvoir devient liquide, se coulant dans les formes démocratiques tout en vidant leur substance. Cette stratégie permet aussi d'éviter les sanctions internationales. En évitant les massacres visibles et les coups d'État spectaculaires, les spin dictators préservent leur image à l'international tout en consolidant leur pouvoir interne. Résistance possible et limite du modèle. Le modèle du spin dictator n'est pas infaillible. Il repose sur un équilibre instable entre contrôle et apparence de pluralisme. Les mobilisations sociales, les nouvelles formes de journalisme indépendant, ou les scandales non maîtrisés peuvent fissurer cette façade. Par ailleurs, certains régimes hybrides, comme celui de Sassou, finissent par se durcir et retourner à des formes plus brutales de dictature lorsqu'ils perdent le contrôle narratif, comme on l'a vu avec la répression accrue en 2015, lors du changement de la Constitution et en 2026, juste avant les élections avec les massacres des jeunes sous prétexte de lutte contre la délinquance. Les spin dictators incarnent un nouveau visage autoritaire, plus adapté à notre époque de communication de masse et d'interdépendance mondiale. Ils ne gouvernent plus par la peur nue, mais par la gestion des affects et des récits. Les spin dictators s'appuient sur une répression limitée, une coercition à faible intensité. Si vous mettez trop de gens en prison, tout le monde comprendra que vous n'êtes pas un démocrate. Ainsi, dans ces dictatures, les prisonniers politiques ne sont pas officiellement comptabilisés comme tels et le nombre de prisonniers politiques a considérablement diminué. Dans les régimes antérieurs, les dictateurs tuaient leurs opposants politiques pour terroriser les autres membres de l'opposition et l'ensemble de la société. Aujourd'hui, lorsqu'ils tuent des opposants politiques, ce qu'ils font encore, parfois, ils nient leur implication. En bref, les spin dictators utilisent la répression de manière très ciblée tout en niant le faire. Ce glissement impose aux démocrates une vigilance accrue. Il ne suffit plus de dénoncer la répression, il faut aussi démasquer les illusions du discours, les dérives soft de la démocratie et les usages stratégiques du storytelling politique. Malgré cette mutation de Sassou, nous avons affaire au même dictateur avec toute sa capacité de nuisance. Comment faire face avec réalisme et couper toutes les ressources qui le soutiennent? L'effondrement des dictatures suite aux mobilisations des populations dans différents pays d'Asie et d'Afrique doit nous encourager à continuer le combat contre le régime sanguinaire de Sassou. Souvent considérées comme solidement ancrées et invincibles, certaines de ces dictatures se sont révélées incapables de résister à une défiance sociale, politique et économique concertée par le peuple. Grâce à des défis populaires, depuis le début des années 2000 des effondrements de régimes dictatoriaux se sont produits en Tunisie, Burkina Faso, au Soudan, au Népal et à Madagascar. De plus, des mouvements de défiance politique massifs se sont développés en Égypte et en Algérie ces dernières années. Bien que ces luttes n'aient pas mis fin aux dictatures en place, elles ont exposé à la face du monde la nature répressive de ces régimes et ont apporté aux populations une précieuse expérience de cette forme de lutte. L'effondrement des dictatures dans les pays cités ci-dessus n'y a certainement pas éradiqué tous les autres problèmes. La misère, la criminalité, l'inefficacité bureaucratique et la destruction de l'environnement, qui sont souvent l'héritage des régimes brutaux. Néanmoins, la chute de ces dictatures a réduit au moins la souffrance des victimes de l'oppression et a ouvert le chemin vers la reconstruction de ces sociétés avec plus de démocratie politique, de liberté personnelle et de justice sociale. Au Congo, les gens vivent des décennies d'oppression. Une soumission inconditionnelle aux symboles et aux détenteurs du pouvoir y a souvent été inculquée depuis longtemps. Les institutions sociales, politiques, économiques et même religieuses de la société, hors du contrôle de l'État, ont été délibérément affaiblies, subordonnées et même remplacées par de nouvelles institutions inféodées à l'État ou aux partis en place afin de contrôler la société. La population a souvent été atomisée, c'est-à-dire transformée en une masse d'individus isolés, incapables de travailler ensemble pour développer des libertés, une confiance mutuelle ou même de faire quoi que ce soit de leur propre initiative. Le résultat est prévisible. La population s'affaiblit, n'a plus confiance en elle-même et se trouve incapable de résister. Les gens ont souvent trop peur de partager leur haine de la dictature et leur soif de liberté, même en famille et entre amis. Ils sont terrifiés à l'idée même de résistance publique. À quoi cela servirait-il?
Au lieu de cela, ils vivent une souffrance sans but et envisagent l'avenir sans espoir. Cette atomisation de la population a été méticuleusement structurée par le système dictatorial en quadrillant le territoire avec des auxiliaires, des mouchards qui entretiennent la peur en agissant comme les yeux et les oreilles de la dictature. Le premier maillon de cette chaîne de mouchards est le chef de quartier et de village. La stratégie des résistants doit s'attaquer à ces auxiliaires précieux de la dictature parce qu'ils sont à leur portée, eux et leurs familles. Leur niveau d'obéissance est proportionnel au niveau de renseignement de la dictature pour réprimer, voire tuer. D'où vient le pouvoir du chef de quartier et chef de village? Pourquoi sont-ils les piliers du système? Pour cela, reprenons les conditions de leur nomination et leur rôle et responsabilités publiés tels qu'ils sont publiés dans le journal officiel. Vu la loi numéro 3/2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale. Vu le décret numéro 2003/20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales. Vu le décret numéro 2003/146 du 4 août 2003 portant attribution et organisation de la Direction générale de l'administration du territoire. Vu le décret numéro 2003/326 du 19 décembre 2003 relatif à l'exercice du pouvoir réglementaire. En Conseil des ministres, décrète, chapitre I, dispositions générales. Article 1er. Le présent décret détermine les règles relatives à l'administration du quartier et du village et fixe les attributions du chef de quartier et du chef de village. Article 3. Le quartier est créé par arrêté du préfet du département sur rapport motivé du maire de la commune ou de l'administrateur-maire de l'arrondissement de la communauté urbaine ou du sous-préfet. L'arrêté en définit les limites et la dénomination. Article 8. Le village est créé par un arrêté du préfet du département sur rapport motivé du sous-préfet. L'arrêté en définit les limites et la dénomination. Chapitre 2. De l'administration du quartier ou du village. Article 9. Le quartier ou le village est placé sous l'autorité d'un chef de quartier ou d'un chef de village, désigné parmi les habitants et nommé par arrêté du préfet de département, sur proposition de l'administrateur-maire de l'arrondissement ou de la communauté urbaine ou du sous-préfet ou de l'administrateur délégué de la communauté rurale. Article 10. Les critères de choix du chef de quartier ou du chef de village sont les suivants. Être congolais âgé de 25 ans au moins. Faire preuve d'une probité morale. Être accepté par la population. Avoir résidence permanente dans le quartier ou dans le village. Savoir lire et écrire. Article 11. Le chef de quartier ou le chef de village est, dans son ressort territorial, le représentant soit de l'administrateur-maire d'arrondissement, soit de l'administrateur-maire de la communauté urbaine, soit du sous-préfet ou de l'administrateur délégué de la communauté rurale, à qui il rend périodiquement compte de sa gestion et devant lequel il est responsable. Article 17. La révocation intervient dans les cas suivants. Insoumission à l'autorité hiérarchique. Incitation des populations à la rébellion. Inaptitude à assurer ses fonctions. Détournement des biens publics. Désaveu par les 2/3 au moins de la population. Chapitre I. Des attributions. Section 1. Du chef de quartier ou du chef de village. Article 18. Le chef de quartier ou le chef de village assure l'orientation, la coordination et le contrôle des activités menées dans le cadre administratif et communautaire de son ressort territorial. Article 21. Sous l'autorité du chef de la circonscription territoriale dont il relève, le chef de quartier ou le chef de village est chargé, notamment, de diffuser et appliquer les actes et instructions de son chef hiérarchique, de recevoir les déclarations de naissance et de décès et les transmettre au chef de la circonscription territoriale, d'effectuer le recensement administratif annuel de la population et tenir à jour les monographies, de participer à la révision des listes électorales et suivre les opérations relatives aux élections, de veiller au maintien de l'ordre public, la sécurité, la tranquillité et informer le chef de la circonscription territoriale de tous les faits susceptibles de les troubler, de veiller à la salubrité publique, à l'entretien et à la sauvegarde des routes desservant le quartier ou le village. Journal officiel de la République du Congo 5 du jeudi 6 janvier 2011. Article 22. Le chef de quartier ou le chef de village convoque l'assemblée générale des habitants de son quartier ou de son village au cours de laquelle il rend compte de son activité. Il recueille les vœux et doléances de la population et les communique au chef de la circonscription administrative territoriale. Section 2. Du secrétaire.
Article 23. Le secrétaire est chargé, notamment, d'enregistrer et expédier le courrier, de rédiger les comptes rendus, procès-verbaux, rapports et autres documents administratifs relatifs aux activités du quartier ou du village, par lesquels le chef de quartier ou de village rend compte de son activité. Chapitre 4. Dispositions diverses et finales. Article 24. Les fonctions de chef de quartier, de chef de village et de secrétaire donnent droit à la perception d'une allocation annuelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration du territoire et du ministre chargé des finances. Article 26. Le ministre chargé de l'administration du territoire et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 31 décembre 2010. Par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Gilbert Ondongo. Attardons-nous sur les articles 11 et 21, qui mettent en lumière le rôle et les responsabilités du chef de quartier et du village. Que faut-il retenir de l'article 11? Le chef de quartier ou le chef de village, dans son ressort territorial, le représentant soit de l'administrateur-maire d'arrondissement, soit de l'administrateur-maire de la communauté urbaine, soit du sous-préfet ou de l'administrateur délégué de la communauté rurale, à qui il rend périodiquement compte de sa gestion et devant lequel il est responsable. Le chef de quartier ou du village rend compte directement au préfet ou sous-préfet. Une activité qui lui permet de signaler d'éventuels résistants, des organisations qui peuvent légitimement dénoncer les comportements criminels du système, donc d'atomiser les populations. Rien que pour cela, il est les yeux et les oreilles du système. Il a toute l'attitude de dire non à ce rôle qu'on lui fait jouer. Il doit arrêter une telle activité pour sa sécurité et celle de ses proches. Article 21. Sous l'autorité du chef de la circonscription territoriale dont il relève, le chef de quartier ou le chef de village est chargé, notamment, de diffuser et appliquer les actes et instructions de son chef hiérarchique, de recevoir les déclarations de naissance et de décès et les transmettre au chef de la circonscription territoriale, d'effectuer le recensement administratif annuel de la population et tenir à jour les monographies, de participer à la révision des listes électorales et suivre les opérations relatives aux élections, de veiller au maintien de l'ordre public, la sécurité, la tranquillité et informer le chef de la circonscription territoriale de tous les faits susceptibles de les troubler. De veiller à la salubrité publique, à l'entretien et à la sauvegarde des routes desservant le quartier ou le village. De cet article, retenons les fonctions suivantes: diffuser et appliquer les actes et instructions de son chef hiérarchique et de veiller au maintien de l'ordre public, la sécurité, la tranquillité et informer le chef de la circonscription territoriale de tous les faits susceptibles de les troubler. Ici, encore sans doute aucun, le chef de quartier accompagne la dictature et participe à l'atomisation des populations. Nous lui demandons d'arrêter. Il doit se concentrer sur lui-même et ses proches pour éviter des surprises. Une dictature n'est forte que de ses soutiens. Les lui couper doit être l'objectif des résistants. L'évolution de Sassou de dictateur pur et dur en spin dictator est inspirée des spin doctors, ces conseillers en communication qui influencent l'opinion publique en composant l'image d'une personnalité politique. Comme les spin doctors, les spin dictators, ou dictateurs de la manipulation en français, profitent d'un système en place pour manipuler les sociétés des États qu'ils dirigent à partir des moyens de communication. Il faut donc trouver cette évolution dans les millions de dollars que dépense Sassou pour bénéficier de l'accompagnement des spin doctors comme Jean-Yves Olivier, Dominique Strauss-Kahn, Soudan, etc. que nous devons dénoncer et exposer aux yeux du monde. L'exposition de Sassou comme le dictateur le plus sanguinaire d'Afrique est limitée par ses spin doctors. La dictature est forte de ses soutiens. Pour se faire passer pour des démocrates, ils doivent éviter de recourir à la violence de masse. Ils lui préfèrent une répression dissimulée, ce qui signifie que chaque fois qu'ils mettent leurs opposants politiques en prison, comme le sont Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Saslissa, ils le font dans le contexte d'accusations non politiques, atteintes à la sécurité d'État. Les massacres dans le Poul, c'est pour arrêter un rebelle qui massacre les populations dans cette région, un alibi qui le protège auprès de la communauté internationale. Le génocide d'Ikongono, c'est pour attraper le rebelle Anga. Ce n'est jamais lui, le criminel.
Il joue bien son rôle de spin dictator. Le spin doctor et le chef de quartier, du village et les maires sont les piliers du système, donc nos ennemis. Avant d'atteindre le sommet, détruisons la base de la pyramide pour faire écrouler l'édifice de la dictature. Merci d'avoir suivi ce point de vue. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.